Bonsoir. Donc ma question, c'était essayer de vous réunir tous les quatre parce qu'on parle de réingénierie perpétuelle. Et donc par réingénierie perpétuelle, souvent on aboutit à de la formation, des besoins en formation de personnes, formation perpétuelle, voire formation continue finalement. Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qu'on constate comme étant très peu agile et très archaïque, c'est l'interconnexion qu'il y a entre les entreprises et la formation. Aujourd'hui, surtout en France, on veut des gens certifiés. Quand on a besoin de formation, on élit quelques personnes qui vont aller suivre une formation bien cadrée et qui vont appliquer ça dans l'entreprise. Et du coup, je voudrais avoir votre avis sur comment est-ce qu'on va faire dans les prochaines années, pas forcément à 30-40 ans, pour justement interconnecter de mieux en mieux les organismes de formation, qu'ils soient privés ou universitaires, avec l'entreprise qui a des besoins en compétences. Voilà. Ouh là là, vaste débat. La première chose que j'aimerais dire, bon, d'abord, on est dans un MOOC, donc il y a bien des choses qui se font pour qu'il y ait plusieurs mondes se retrouvent, le monde de l'éducation, le monde des experts. Pilopros, c'est plus de 40 experts qui viennent des entreprises. D'ailleurs, comme tu l'as dit, je crois, tout à l'heure, c'est un mouvement au niveau du digital qui se retrouve dans le présentiel, puisqu'il y a de plus en plus de personnes des entreprises qui viennent faire des cours. Maintenant, il faut quand même rester... je crois que chacun a un peu son rôle. Je veux dire par là, il y a des formations courtes, certifiantes, des remises à niveau sur potentiellement des aspects compétences, etc., qui doivent être plutôt l'apanage de sociétés, de autre chose que des universités, etc. L'université, par contre, et là c'est super important, pour qu'une personne soit capable de se remettre en cause, il faut qu'elle ait un socle solide. Et ça, c'est pas avec de l'assertif, c'est pas avec des cycles courts qu'on y arrive. C'est véritablement avec quelque chose qui se rapproche, je vais lâcher le gros mot, plus de l'éducation et quasiment de revenir aux idéaux des humanités. C'est-à-dire les capacités relationnelles d'analyse. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça, donc chacun son rôle. Nous, on prépare les gens quand même à sortir à un moment donné. On ne va pas faire 50 ans d'études, c'est évident. Mais on doit mettre en place, en tout cas pour les cycles de formation initiale, absolument ce socle pour que les gens, par eux-mêmes, sachent se remettre en cause et les instruments pour le faire. Par contre, après, il faut rajouter tout un tas d'autres acteurs. Et je crois qu'on est à la fois concurrentiel et à la fois aussi complémentaire. Il y a de la place pour tout le monde. Mmh. Et autre chose, par contre, qui est complètement cassée et qui va être encore plus cassée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'éduque et on fait un cycle de formation initiale plus ou moins long, de plus en plus long quand même, et de plus en plus de gens à Bac+3 ou à Bac+5. Et puis après, de temps en temps, une remise à niveau, etc. Là, c'est évident que ce modèle-là, sur les générations qui viennent, il est totalement mort. Il va falloir revenir sur des cycles. Il va falloir qu'on invente des choses financièrement, que notre société permette de faire en sorte que les gens reviennent pour changer totalement de métier, reviennent à des cycles de 3 ans, de 2 ans, etc. Et pas des petites remises en question. Autrement, on pourra que se mettre à jour dans un métier, mais on aura du mal à faire passer les gens à 2e, 3e ou 4e métier. Voilà. Oui, alors on peut aussi dire que le lien entre l'université et l'entreprise au travers notamment de la formation continue, c'est clairement une des stratégies mises en avant par notre président. Notre université est une université, on peut dire, un petit peu référente sur ce domaine. Et nous avons d'ailleurs été lauréats d'un appel à projet du ministère. Alors, c'est en cours de gestation, mais très clairement, on va développer le lien formation continue entre l'entreprise et l'université, et ça passera nécessairement par une offre numérique. Puis je voulais juste te dire, là en aparté, c'est entre nous sur la table, donc j'ai été auditeur il y a une 20aine d'années. Voilà. Donc ça aide à voir beaucoup de choses. Et puis juste une dernière remarque, parce que j'ai beaucoup aimé l'homme analogique dans le monde numérique. Et je crois que c'est extrêmement pertinent parce qu'on s'aperçoit notamment que les comportements humains, finalement, ils ne changent pas tellement dans ce monde numérique. Ils changent d'échelle et le temps change de dimension. Mais
Aujourd'hui, un être humain, par construction, hein, au niveau cortex, quoi, il ne peut pas avoir plus de relations proches avec plus de 150 personnes. C'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar. Voilà. Et bien, en fait, depuis que les réseaux sociaux sont massivement développés, on se rend compte que cette analyse qui a été faite il y a quelques dizaines d'années reste complètement validée au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir 5000 ou 6000 contacts. De toute façon, on n'est pas construit pour avoir plus de relations suivies avec plus de 150 personnes environ. Mais la grosse différence, c'est que maintenant, les 150 personnes, elles peuvent être n'importe où dans le monde et on peut les contacter et avoir des échanges avec elles, alors qu'avant, on était forcément dans des échanges limités géographiquement. Donc oui à l'homme analogique dans le monde numérique. Et oui, le monde numérique nous fait quand même rêver. Alors, moi, je vais essayer de répondre à la question en tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, bien évidemment, on doit former des professionnels à l'utilisation de nos outils. Donc il faut voir qu'il y a sans doute les acquis de base. Il va y avoir besoin de formation pour traiter des choses un peu plus techniques. Il y a aussi, j'ai la chance d'être proche de l'association Sésame autour des pratiques de l'architecture, dans l'architecture système et puis dans l'architecture d'entreprise. Par exemple, ils proposent à côté de la validation des acquis. Alors, dans le monde de l'architecture, c'est assez pertinent parce qu'il y a des métiers ou des parcours métiers qui permettent de faire un nouveau métier. Typiquement, faire de l'architecture tout de suite quand on sort de l'école, c'est un peu compliqué. Si on a d'abord fait des projets informatiques, peut-être de la maintenance, de l'exploitation, etc., on va être beaucoup plus sensible à certains éléments dans le cadre de la réflexion de l'architecte, par exemple, technique. D'accord ? Et puis, à contrario, des parcours métiers vont peut-être permettre de devenir un architecte d'entreprise et donc de participer au déploiement de la stratégie de l'entreprise et puis demain des processus. Vous voyez ? Moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire Jean-François parce qu'il a parlé de la dimension du temps finalement. Il a dit pour faire un architecte, il faut du temps, il faut que le type ait accepté de développer des programmes, de devenir chef de projet, de faire un peu d'exploit éventuellement. Je trouve que ça rend humble et modeste. J'aime aussi beaucoup les 150 types avec qui on connecte. Moi, j'ai un tas de mecs qui me demandent d'être avec moi sur LinkedIn, donc je ne sais pas combien, je dois être à 800 types. Par construction, j'ai aucune relation avec eux, strictement aucune relation avec eux. C'est d'ailleurs le seul réseau social sur lequel je suis, puisque je fuis comme la peste le livre des fesses. Je vais vous donner, moi, juste un exemple de l'impact de la numérisation sur la formation professionnalisante de l'IFACI. L'IFACI, Institut français de l'audit et du contrôle interne, a comme entre autres objectifs de professionnaliser le monde de l'audit et du contrôle interne à travers des formations en particulier. Donc nous sommes un organisme de formation. D'ailleurs, nous sommes connectés à quelques universités, et pas seulement à Paris, Aix par exemple, ou Toulouse. Ce qui est important, c'est qu'on a vu un fléchissement récent du nombre de personnes formées. Nous en avons tiré deux conclusions. La première, c'est qu'il est probable qu'en particulier en France, le fait d'avoir changé un petit peu la façon de financer la formation professionnelle et continue des adultes fait que les gens ne se prennent pas suffisamment en prise d'eux-mêmes. C'est l'entreprise qui... Vous avez d'ailleurs parlé d'entreprise à un moment donné. Or, c'est fini. Je veux dire que si vous changez plusieurs fois de métier, vous allez changer aussi plusieurs fois d'entreprise dans votre vie. Il faut aussi que les gens se mettent ça dans se l'impriment, quitte à ce qu'il y ait quelques exceptions. La deuxième chose qu'on en a conclu, c'est qu'il faut faire une autre offre. Donc, depuis 2 ans, on prépare une offre différente qu'on appelle le blended learning. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'imagine que oui. Donc, dans lequel il y a toute une partie qu'on donnera gratuitement, alors qu'avant, on la faisait payer, parce qu'en présentiel, on faisait payer, évidemment, puisqu'on a un Jean-François Biget qui vient donner un cours, ou moi-même qui était formateur il y a quelques années. Donc le blended learning, c'est d'abord du e-learning gratuit, disponible quand on veut, et puis suivi par des séances présentielles pour 2 raisons. La première, c'est que ça permet d'échanger avec des pairs, avec des gens qui sont dans d'autres entreprises, ça permet effectivement d'avoir des échanges de pratiques, du benchmark, etc. Ça permet de faire des équivalents de travaux dirigés aux travaux pratiques. Et puis ça permet aussi de faire le contrôle des connaissances, c'est là on la veut en présentiel, pour pouvoir donner une certification derrière. Donc il y a un besoin de petites formations courtes
certifiantes, c'est des petites formations courtes, ça ne remplace pas d'autres choses. Et dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire les gens qui arrivent à se faire payer des choses un peu chères, il y a toujours le rêve de pouvoir aller passer quelques semaines, sinon plus, dans des cadres un peu idylliques, dans des grandes universités où on se confronte à des pairs. Et je pense que ça prouve qu'il y a plusieurs types de besoins, qu'il faut être capable d'y répondre, et que c'est l'ensemble des organismes finalement qui dispensent de la formation en France, au premier rang desquels il y a les universités et les grandes écoles qui sont pour moi quand même essentiels, et qu'il y a un autre acteur qui est non moins essentiel, c'est l'homme, qui ne vient pas là parce que c'est gratuit, mais qui vient là parce qu'il en a envie et qu'il sait que ça va le transformer. Enfin, du moins, ça va l'aider à se transformer, parce que c'est lui l'acteur de sa propre transformation.